Pas par nous. Pas par moi. Moi, je vous dis que les gens qui regardent par la fenêtre verront des jardins et non pas les parkings. À 85 ans, Michel Piccoli semblait porter sur ses épaules non pas le poids des années, mais celui d'un siècle entier de cinéma. Sa voix grave un peu voilée résonnait encore comme un écho d'innombrables dialogues de confidence murmurés sur grand écran de colère feinte ou sincère qui avaient traversé les époques. Lui qui avait côtoyé Buñuel, Godard, Sautet-Resnais, lui qui avait incarné tour à tour l'amant fragile, le bourgeois, inquiet le père blessé ou le rêveur désabusé, se tenait désormais à distance des projecteurs dans une sorte de clair-obscur apaisé. Mais, lorsqu'on l'interrogeait sur ceux qui l'avaient façonné, son regard s'illuminait encore comme s'il retrouvait la ferveur de ses 30 ans. Car Piccoli n'a jamais prétendu être un astre solitaire. Sa grandeur venait de cette capacité à se laisser traverser par les autres, à reconnaître les forces qui l'inspiraient, les voies qui le guidaient. Dans l'intimité d'une conversation, il laissa échapper un aveu précieux: il y avait 6 artistes qu'il admirait plus que tous 6 phares qu'il avait accompagnés tout au long de son parcours. Certains étaient des metteurs en scène qui lui avaient offert ses plus belles partitions, d'autres des partenaires de jeu avec lesquels il avait trouvé une intensité rare, d'autres encore des personnalités hors du commun dont l'art avait nourri sa propre quête intérieure. En évoquant ces noms, Piccoli ne cherchait ni à dresser un panthéon figé, ni à enfermer son admiration dans une hiérarchie rigide. Il parlait de rencontres, de regards échangés sur un plateau, de silences éloquents, de gestes simples qui l'avaient bouleversé. Chacun de ces artistes incarnait une part de lui-même, comme si à travers eux se révélait son propre miroir. À travers ces 6 figures, on devinait le chemin d'un comédien insatiable, avide de complexité, de doute, de vérité. Alors qui étaient-ils ces artistes que Michel Piccoli, à l'automne de sa vie, avouait admirer par-dessus tout? Numéro 6. Luis Buñuel. Pour Michel Piccoli, Luis Buñuel n'était pas seulement un cinéaste, il était une secousse intérieure, un maître qui l'a confronté à l'inattendu. Lorsque Piccoli entra dans son univers avec Belle de jour 1967, il comprit qu'un rôle même secondaire en apparence pouvait révéler des abîmes. Henri Husson, l'ami ambigu qui pousse Séverine vers ses désirs inavoués, lui offrit une première leçon: sous la banalité se cache toujours une faille. Buñuel voyait en Piccoli ce paradoxe idéal, un visage calme, presque rassurant, mais traversé d'une inquiétude latente. Avec le charme discret de la bourgeoisie 1972, cette dualité prit tout son sens. Dans ce ballet dîner sans fin, l'acteur incarna la gravité et le ridicule à la fois, démontrant que l'absurde pouvait révéler la vérité mieux que n'importe quel discours sérieux. Ce que Piccoli admirait par-dessus tout chez Buñuel, c'était sa liberté. Jamais prisonnier des conventions, il osait montrer la fragilité des certitudes sociales, le vernis de la morale qui se craquelle. Pour l'acteur, ce courage artistique fut une école de vie. Jouer ne devait pas rassurer mais questionner. Buñuel lui transmit l'idée que chaque personnage, aussi bourgeois soit-il, cache un vertige, un secret, une part d'ombre. Sur le plateau, Buñuel dirigeait peu, d'une voix douce, mais ses mots suffisaient à ouvrir un espace immense. Piccoli appréciait cette confiance, ce silence fertile. Il sentait que le metteur en scène le laissait aller au bout de ses propres contradictions, tout en gardant une main ferme sur la vision globale. Entre eux, il y avait une entente tacite: l'un sculptait l'univers, l'autre s'y abandonnait. En évoquant Buñuel, Piccoli parlait d'une révélation durable. Grâce à lui, il avait compris que le cinéma pouvait être à la fois poétique et subversif, capable de fissurer le réel. Il gardait de cette collaboration une certitude: l'art véritable ne flatte jamais, il dérange, il oblige à voir autrement. C'est pour cette raison que dans la mémoire de Piccoli, Buñuel resta à jamais un phare. Non pas seulement un réalisateur admiré, mais un compagnon de route intérieur, celui qui lui avait appris à chercher l'inattendu derrière chaque sourire, chaque regard, chaque silence. Numéro 5. Claude Sautet. Si Luis Buñuel avait ouvert à Michel Piccoli la porte de l'absurde et du surréalisme, Claude Sautet lui l'ancrera définitivement dans la vérité humaine la plus intime. Leurs collaborations commencèrent à la fin des années 60 et devint rapidement un fil rouge essentiel de la carrière de l'acteur. Avec Sautet, Piccoli découvrit ce cinéma des silences, des regards, des gestes imperceptibles qui racontent davantage qu'un long discours. Dans Les choses de la vie 1970, Piccoli incarna Pierre, l'homme partagé entre son passé et son présent, entre un amour ancien et une passion nouvelle. Le film débute par un accident de voiture, mais l'essentiel se joue dans le flux de souvenirs, dans ces instants suspendus où le temps semble vaciller. Ce rôle fut pour Piccoli une révélation. Sous la caméra de Sautet, il n'était pas un personnage héroïque ou monstrueux, mais un homme ordinaire, vulnérable, habité par des contradictions familières à tous.
C'est cela qu'il admirait profondément chez Claude Sautet, sa capacité à saisir la fragilité de l'existence. Le réalisateur n'avait pas besoin d'effets spectaculaires. Il savait que le drame le plus bouleversant se niche dans un dîner en famille, une cigarette fumée, trop vite un mot retenu au bord des lèvres. Piccoli apprit à jouer autrement, à laisser venir les émotions, à habiter les silences. Avec Vincent François Paul et les autres 1974, leur collaboration atteignit une intensité nouvelle. Piccoli, entouré de Montand et Reggiani, donna chair à des hommes usés en quête d'un sens dans un monde qui leur échappe. Il admirait la façon dont Sautet révélait l'amitié masculine avec ses forces et ses fissures, ses fidélités et ses trahisons discrètes. Chaque scène semblait couler de source, mais derrière cette fluidité se cachait un travail minutieux, une écoute rare. Sautet, pour Piccoli, était un peintre des âmes. Il savait capter la mélancolie du quotidien, cette lumière fragile qui fait la beauté d'un instant voué à disparaître. L'acteur voyait en lui non seulement un cinéaste, mais presque un confident sur un plateau de Sautet. Il avait le sentiment d'être regardé avec une justesse bienveillante, comme si le réalisateur percevait en lui ce qu'il n'osait pas toujours exprimer. À 85 ans, en se souvenant de ses tournages, Piccoli avouait que Sautet lui avait appris l'essentiel. Être acteur, ce n'est pas briller, mais se mettre au service d'une vérité universelle. L'admiration qu'il portait à ce cinéaste était teintée de gratitude. Grâce à lui, il avait rencontré l'homme derrière chaque rôle et offert au public ses interprétations les plus bouleversantes. Numéro 4, Jean-Luc Godard. Avec Jean-Luc Godard, Michel Piccoli entra dans une autre dimension du cinéma, celle de la modernité brute du langage cinématographique, déconstruit de la provocation intellectuelle. Leur rencontre prit une forme éclatante dans Le Mépris, 1963, film devenu mythique, où Piccoli partageait l'affiche avec Brigitte Bardot et Jack Palance. Dans ce rôle de Paul Javal, scénariste pris entre son épouse et le monde impitoyable du cinéma, Piccoli découvrit un art qui ne cherchait pas à séduire, mais à interroger. Godard, avec sa caméra incisive, ne filmait pas des personnages rassurants. Il exposait les fissures d'un couple, la solitude au sein même de l'amour, la trahison douce ou brutale des sentiments. Piccoli admirait ce regard implacable, cette manière d'oser dire que le cinéma est d'abord une affaire de regard, de cadre, de rythme, et non de confort narratif. Jouer sous la direction de Godard, c'était accepter d'être mis à nu, parfois dérouté, toujours questionné. Dans Le Mépris, Piccoli trouva un terrain de jeu vertigineux. Il incarnait un homme en perte de repère, victime et coupable tout à la fois. Godard lui offrit la possibilité de ne pas jouer, mais de se confronter à ses propres fragilités. Cette exigence, cette radicalité, éveillèrent en Piccoli une profonde admiration. Il voyait en Godard un artiste sans compromis, prêt à sacrifier toute facilité pour rester fidèle à sa vision. Ce que Piccoli retenait de lui, ce n'était pas seulement un film culte, mais une leçon d'humilité. Le cinéma n'a pas pour mission de plaire, mais d'ouvrir des brèches dans la conscience. Godard, par son audace, par sa liberté insolente, avait montré à Piccoli qu'un acteur pouvait être le vecteur d'un discours plus vaste, qu'il n'était pas seulement là pour incarner un personnage, mais aussi pour participer à une réflexion sur l'art lui-même. Bien des années plus tard, lorsqu'il évoquait Jean-Luc Godard, Piccoli parlait d'un choc fondateur. Il admirait chez lui cette capacité à briser les codes pour mieux révéler la vérité des rapports humains. Derrière le cinéaste réputé froid, il percevait une sensibilité aiguë, une lucidité douloureuse, mais nécessaire. Cette rencontre avait laissé en lui une empreinte indélébile, celle d'un cinéma qui ose déranger, mais qui, se faisant, touche à l'essentiel. Numéro 3, Romy Schneider. Parmi les partenaires de jeu que Michel Piccoli admirait profondément, Romy Schneider occupait une place unique. Leur complicité à l'écran fut le fruit d'une rencontre entre deux sensibilités. Elle, l'icône venue d'Autriche, devenue en France une actrice adulée, tour à tour fragile et incandescente. Lui, le comédien français, capable d'épouser toutes les nuances du doute à la passion. Ensemble, ils incarnèrent des couples dont l'intensité dépassait la simple fiction. Leur apogée commune reste sans doute Les choses de la vie, 1970, réalisé par Claude Sautet. Piccoli y jouait Pierre, l'homme au destin suspendu, et Romy Hélène, la femme qu'il aimait. Dans chaque regard échangé, dans chaque silence prolongé, transparaissait une vérité bouleversante. Piccoli admirait chez Romy cette capacité à rendre visible l'invisible, à faire naître l'émotion la plus pure sans jamais forcer le trait. À ses côtés, il sentait que le jeu devenait une évidence, que tout pouvait se dire dans un simple frémissement de lèvres. Mais leur collaboration ne se limita pas à ce seul film. Dans César et Rosalie, 1972, ils retrouvèrent Sautet et donnèrent vie à un triangle amoureux où Romy brillait d'une intensité presque solaire.
Piccoli aimait rappeler qu'elle possédait une force rare mêlée la vulnérabilité la plus déchirante à une vitalité irrésistible. Pour lui, elle représentait l'actrice absolue, celle qui n'avait pas peur d'exposer ses blessures intimes pour nourrir ses personnages. Au-delà des plateaux, Piccoli éprouvait pour Romy une profonde admiration humaine. Il voyait en elle une artiste entière incapable de tricher, dont la sincérité touchait autant qu'elle pouvait parfois effrayer. Ses failles, loin de l'affaiblir, nourrissaient son art. Michel reconnaissait chez elle un courage que peu possédait celui de se donner sans réserve au public, quitte à s'y brûler. Lorsqu'il évoquait Romy des années après sa disparition, son regard se voilait de mélancolie. Il savait que leur duo avait marqué le cinéma français d'une empreinte indélébile, non pas seulement par la beauté des films, mais par l'intensité réelle qu'ils avaient su transmettre. Pour Piccoli, Romy restait un modèle, une actrice dont la vérité transcendait la fiction, une étoile qu'il admirait autant qu'il regrettait. Numéro 2. Simone Signoret. Parmi les femmes que Michel Piccoli admirait, Simone Signoret occupait une place singulière. Elle n'était pas seulement une actrice de talent, mais une conscience, une voix qui portait plus loin que les projecteurs. Pour Piccoli, elle représentait l'exemple même de l'artiste qui ne sépare jamais sa vie de son art, qui fait de chaque rôle une prolongation de ses convictions, de ses blessures, de ses combats. Leur rencontre à l'écran fut marquée par une intensité immédiate. Piccoli voyait en elle une partenaire de jeu redoutable, capable d'imposer sa présence par un simple regard. Dans ses yeux brillait une intelligence qui rendait chaque réplique plus tranchante, chaque silence plus lourd de sens. Il admirait sa façon d'habiter un personnage sans jamais le réduire à une caricature. Chez elle, la femme populaire, la militante et la comédienne se confondaient en une seule et même force. Ce qui frappait Piccoli, c'était la vérité brute qu'elle portait dans ses rôles. Qu'elle incarne une amante désillusionnée, une mère courage ou une femme révoltée Signoret, ne jouait jamais elle était. Cette sincérité absolue lui inspirait un profond respect. Piccoli savait qu'à ses côtés, il devait se dépasser, puiser plus loin en lui-même pour ne pas paraître fade. Elle obligeait par sa seule présence à aller chercher la vérité nue. Mais au-delà de l'écran, Piccoli admirait l'engagement de Simone Signoret. Elle n'hésitait pas à prendre position, à défendre des causes, à mettre sa notoriété au service d'idées qui comptaient pour elle. Dans un milieu où l'on privilégiait souvent le silence confortable, elle choisissait la parole, même si elle dérangeait. Cette audace, cette fidélité à elle-même, Piccoli la trouvait exemplaire. Lorsqu'il parlait d'elle à 85 ans, on sentait chez lui une admiration teintée de gratitude. Simone Signoret lui avait montré qu'être acteur ne se limite pas à interpréter des rôles, c'est aussi incarner une certaine idée de la dignité, de la lucidité, du courage. Elle restait pour lui une figure tutélaire, une femme dont l'art et la vie ne faisaient qu'un et dont la mémoire continuait de l'accompagner bien après la fin des tournages. Numéro 1. Marcello Mastroianni. Au sommet de son panthéon personnel, Michel Piccoli plaçait Marcello Mastroianni. Entre eux, il n'y avait plus qu'une admiration professionnelle, une fraternité d'artistes, une reconnaissance mutuelle entre deux visages du cinéma européen. Mastroianni, avec son élégance nonchalante et son regard mélancolique, incarnait, pour Piccoli, une forme d'idéal, celui de l'acteur capable de tout exprimer sans jamais forcer de faire naître l'émotion dans un souffle, un sourire, une pause. Leur complicité naquit au fil de rencontres et de tournages, mais elle dépassait la simple collaboration. Piccoli voyait en Mastroianni l'homme d'une génération qui avait su donner au cinéma une dimension universelle. En Italie, il était l'alter ego de ce qu'un Delon ou un Belmondo représentait en France, une figure emblématique, à la fois star et acteur de composition. Piccoli admirait cette capacité rare à être à la fois un mythe et un être profondément humain. Dans les films qu'ils partagèrent, Piccoli se souvenait de la douceur avec laquelle Mastroianni abordait chaque rôle. Rien de démonstratif, rien d'ostentatoire, juste une vérité qui s'imposait d'elle-même. Pour Piccoli, c'était là la marque des plus grands. Il disait souvent que Mastroianni avait ce don presque magique de rendre intéressant le plus banal des gestes, comme si le cinéma s'écrivait à travers sa simple présence. Mais au-delà du jeu, c'était l'homme que Piccoli admirait. Mastroianni restait humble malgré sa gloire internationale, généreux avec ses partenaires attentifs à l'autre. Il ne cultivait pas la rivalité, mais la camaraderie. Dans un milieu souvent rongé par les égos, Piccoli voyait en lui un exemple d'élégance morale. C'est sans doute cette alliance de talent et de simplicité qui le fascinait tant. À l'automne de sa vie, en évoquant Marcello Piccoli, parlait avec une tendresse particulière. On sentait qu'il voyait en lui un frère d'âme, un compagnon de route, qui partageait la même passion, les mêmes doutes, la même foi en un cinéma libre et exigeant. Admirer Mastroianni pour Piccoli, c'était aussi se rappeler que l'art véritable réside dans la justesse, dans la pudeur, dans cette lumière discrète qui éclaire sans aveugler.
À 85 ans, lorsque Michel Piccoli évoquait les artistes qu'il admirait le plus, ce n'était pas un palmarès, encore moins un exercice de nostalgie. C'était une confession intime, une manière de dire merci à ceux qui l'avaient façonné. Buñuel lui avait appris la subversion poétique, Sautet la vérité des émotions Godard, la radicalité du regard Romy Schneider, la sincérité brûlante Simone Signoret, la dignité du courage, et Marcello Mastroianni l'élégance de la simplicité. Chacun à sa manière avait laissé une empreinte durable, dans sa mémoire et dans son art. Ce choix révélait autant de Piccoli lui-même que de ses admirations, car on reconnaît un artiste à ses influences, à ceux qu'il choisit comme miroir. En rendant hommage à ces figures, Piccoli dessinait en creux son propre portrait, celui d'un acteur avide de complexité rétif, aux facilités toujours en quête d'une vérité humaine à transmettre. Il se définissait moins par ses triomphes personnels que par cette constellation d'êtres qui l'avait accompagné, inspiré, parfois même bouleversé. Aujourd'hui, son souvenir demeure intimement lié à ces rencontres. Revoir Piccoli, c'est revoir aussi l'ombre de Buñuel, la tendresse de Sautet, la rigueur de Godard, le sourire de Romy, la force de Signoret et la mélancolie de Mastroianni. C'est se rappeler qu'un acteur ne vit jamais seul, il est la somme de ses dialogues, de ses partenaires, de ses maîtres et de ses amis. Ainsi, l'admiration de Michel Piccoli devient un héritage pour nous. Elle nous invite à regarder ces artistes comme il les voyait lui-même, des phares dans la nuit, des voix qui continuent de résonner au-delà du temps et qui nous rappellent que le cinéma dans sa grandeur n'est qu'une histoire d'admiration partagée.